Bienvenue sur la présentation du permis d'élève pilote. Nous allons voir dans cette présentation diaporama et vidéo comment faire pour obtenir ce permis d'élève pilote, quelles sont les étapes à franchir et comment utiliser les documents qui sont associés qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Alors, trois étapes principales. La première, c'est d'obtenir la visite médicale aéronautique. Ça, c'est essentiel. Si vous n'avez pas votre examen médical, vous ne pourrez jamais avoir de permis F-pilote. Parce qu'il vous faut le médical pour avoir votre permis F-pilote, mais il vous faut aussi ce médical pour aller passer l'examen théorique à transport et passer le test en vol. Donc vous voyez que c'est une étape essentielle, c'est la première. Et ça vous permet de savoir si vous êtes en bonne santé et en même temps si vous pouvez avoir un certificat médical de catégorie 3 ou 1. On verra que le 3 c'est le privé, le 1 c'est le professionnel. Ensuite, nous allons voir l'examen sur la réglementation aérienne qu'on appelle le PISTAR et on verra comment nous allons faire pour trouver toutes les questions à cet examen. Nous allons aussi avoir un examen de radiotéléphoniste aéronautique qu'on appelle le CIR 21. Celui aussi, c'est basé sur un document qui n'émane pas de Transport Canada, mais bien de Industrie Canada. Et nous allons passer à travers. Il y aura même plus tard, vous aurez dans votre module sur le certificat de radiotéléphoniste, toute une présentation sur le CIR 21, donc le document qui est associé à ce certificat. Alors l'examen médical, bien entendu, ne se passe pas chez n'importe qui. Tout dépend de la catégorie. Si nous commençons par les classes, nous avons trois classes, trois catégories d'examen médical. La première, c'est la catégorie 4. La catégorie 4, celle-là, il faut un formulaire particulier. Et là, on peut aller voir n'importe quel médecin, y compris votre médecin de famille, votre médecin généraliste, qui lui peut la remplir sur votre demande. Mais par contre, c'est limitatif. Parce que si vous faites une déclaration médicale de catégorie 4, ça va vous permettre d'obtenir le permis d'élève pilote, mais vous ne pourrez pas aller plus loin. Vous pourrez juste faire de l'ultra léger, c'est tout. Si vous voulez aller vers le pilote privé, il vous faudra à ce moment-là un médical de catégorie 3. Et ce médical de catégorie 3, lui, on va aller le passer chez un médecin agréé aéronautique dont la liste des médecins se trouve sur le site de Transport Canada. Pour certains qui veulent aller plus loin et qui veulent, disons, passer le pilote professionnel, ils iront chercher ce qu'on appelle un catégorie 1. Et voici le site, si vous voulez le noter, bien que des fois, avec le temps, les liens changent, mais pour le moment, il est encore fonctionnel. C'est le lien qui va vous permettre d'accéder directement à la page des médecins aéronautiques de votre région. Ensuite, vous allez avoir à passer ce qu'on appelle le PISTAR. Et le PISTAR, c'est un examen, un recueil de 200 questions avec des références à la fin. Ce recueil de 200 questions, vous devrez, vous, passer du temps, on appelle ça le TP 11919, et vous devrez passer du temps pour aller chercher justement les réponses dans les différents manuels tels que le RAC, l'AIM et l'AIP. Donc tous ces documents se trouvent les réponses aux 200 questions. Vous avez à la fin du recueil les références, donc il suffit simplement d'aller chercher la référence qui correspond à la question, d'aller ensuite dans les manuels qui vous est indiqué dans les références et de trouver la réponse aux questions dans les textes. Et on verra ça aussi comment ça se déroule. Alors commençons par la préparation du PISTAR qui est basée sur le TP 11919. Et pour ça, j'ai dit que vous allez avoir besoin de plusieurs documents. L'AIM, qui est le manuel d'information aéronautique, le RAC, qui est le règlement de l'aviation canadien, qu'on trouvera sur le site internet de transport, l'AIM aussi d'ailleurs, et l'AIP, qui est un livre de publication d'informations aéronautiques que l'on trouve sur le site de NAV Canada. Alors, je vous rassure, le PISTAR n'est pas aussi compliqué que l'image que l'on voit actuellement. Alors, les références AIM, RAC et AIP. Alors, commençons par le manuel d'information aéronautique. Le voilà à quoi il ressemble. C'est un livre que l'on peut trouver
sur Internet dans le site de Transport Canada. Vous pouvez le commander, vous pouvez même le voir en format PDF directement sur le site de Transport Canada. Pour ceux qui sont confortables avec l'Internet, il est facile d'aller chercher l'information à l'intérieur, mais ceux qui sont encore habitués à la formule papier, vous pouvez l'avoir en formule papier. Vous pouvez même l'acheter dans les écoles de pilotage. Il y a un fournisseur qui s'appelle VIP et qui fournit toutes les écoles de pilotage en manuel d'information aéronautique. Vous voyez, ça c'est le lien qui permet de le trouver sur le site de Transport Canada. Le deuxième, c'est le RAC. Le RAC, celui-là, on peut avoir un extrait du RAC, un format papier qu'on achète directement aussi chez VIP. Par contre, là, le RAC, vous le trouverez sur le site internet de Transport Canada. Là aussi, voici le lien. Et ce RAC, c'est le règlement de l'aviation canadien, c'est Justice Canada qui l'a élaboré. Il est très long, très compliqué, et on va passer un petit peu de temps tout à l'heure pour vous expliquer comment nous en servir. Et ensuite, en dernier, un autre document qu'on appelle l'AIP, Publication d'informations aéronautiques. Celui-là, c'est un complément, en quelque sorte, des deux autres, où on ira chercher très peu d'informations à l'intérieur, mais malgré tout, il y a des références dans le PISTAR à ce document. Alors commençons par le TP 11919 qui est le guide d'études et de référence pour le permis d'F-pilote. Le voilà, ce fameux TP, réglementation aérienne pour le permis d'F-pilote et pour les postulats étrangers, militaires et la licence de pilote privé. Ce qui est important de savoir pour vous, c'est quand vous irez chercher ça sur Internet, attention de bien noter la dernière version. Vous voyez que c'est marqué 7e édition février 2020, mais si vous regardez en haut à droite de la page, sous le numéro TP 11919, vous avez la version 02 2021 qui est la plus récente. Donc il faudra prendre soin de s'assurer d'avoir la bonne version. Ensuite, regardez à l'intérieur, voici un exemple de question. Les questions que l'on trouve. Si on prend la question 201 qui est en haut, ou la question 202 comme vous voulez, qui traite des signaux visuels, eh bien, à la fin de ce recueil de questions, il y a ce qu'on appelle les références. Et les références à la question 201 et 202, si vous regardez bien. Vous voyez, ici, on a aussi d'autres références pour les autres sections, comme le 3.0. Et regardez en dessous, là, je viens d'entourer un article du RAC. Là, vous voyez, dans les références, il n'y a pas que l'AIM. Vous voyez qu'au début, on voit AIM de Transport Canada, section RAC, signe optique. Mais nous avons tout en bas le RAC 602-97. Vous voyez la différence? Quand il y a marqué AIM 2 Transport Canada, c'est le manuel d'information aéronautique. Mais tout en bas, vous avez le RAC 602-97. Remontez encore un petit peu, vous voyez au-dessus de communication, il y a marqué AIP partie 2. Vous voyez, donc c'est les trois documents qui sont ici dans les références, ils sont notés. Ça veut dire que suivant les questions et les réponses que vous allez chercher, vous allez les chercher dans l'AIM, dans l'AIP ou dans le RAC. Donc là, voici une petite présentation de comment on se sert du RAC sur le site internet. Alors voici à quoi ressemble le RAC. Si vous voyez l'adresse qui se trouve en haut ici sur votre écran. Et si une fois que vous aurez donc mis cette adresse, vous verrez apparaître le RAC, vous voyez le RAC, hein, c'est bien Règlement de l'aviation canadien. Ça vient du gouvernement du Canada. Ici, vous avez en dessous les parties du RAC. Les parties, il y a la partie 1, partie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous, ce qui va nous intéresser particulièrement, ça va être la partie 3. Ensuite, on aura aussi la partie 6. C'est les deux principales qui vont nous intéresser. Alors, mettons que je clique sur la partie 6. Vous voyez, elle s'ouvre et je vois ici qu'une liste de règlements. Et je peux aller chercher le règlement qui m'intéresse. Imaginons que ce soit par exemple le règlement qui concerne la préparation du vol. Je clique dessus et va s'ouvrir effectivement en passant par la page de Justice Canada, va s'ouvrir le règlement sur lequel j'ai cliqué et je vais pouvoir aller chercher dans le texte, vous voyez ici là, la partie qui m'intéresse. Si ça m'intéresse au niveau des itinéraires de vol, comme il en est question là, eh bien je répondrai à la question du PISTAR en rapport avec l'itinéraire de vol. Parlons maintenant de l'AIM. L'AIM est justement un des documents dans lequel nous allons chercher, grâce aux références,
les différentes réponses aux questions du Pistard. Donc le voilà, cet AIM. Il faut savoir que l'AIM, il était mis 2 fois par an. Hein, vous voyez que celui-là est en vigueur du 25 mars 2021 jusqu'au 7 octobre 2021. Mais ça veut dire que au 7 octobre, il va y en avoir un autre AIM. Mais 2 fois par an, donc l'AIM change. Ce qu'on y trouve à l'intérieur, eh bien, il y a toute une foule de sections. Et vous remarquerez, à droite, il y a sur le bord marqué AGA. AGA, c'est la section AGA pas du Pistard, mais de l'AIM. Et cette section concerne les aéroports. Et donc, il y a plusieurs sections à l'intérieur de l'AIM. Il y a les sections telles que AGA, RAC, Air, Com, Météo, etc. Donc, si vous prenez le temps de fouiller dans ce document, qui a une foule d'informations, qui est très intéressant, qui est un des mieux faits de Transport Canada, puisque justement, c'est une interprétation digeste, on va dire, de tous les règlements utiles pour le pilote, y compris certaines sections qui sont directement le règlement lui-même. Mais la plupart du temps, c'est une interprétation, ce qui fait que ça le rend beaucoup plus facile à lire, beaucoup plus facile disons, à assimiler. Et on va se servir des tables des matières et des index pour chercher ce que l'on a besoin. Par exemple, là, vous voyez sous les yeux, limite opérationnelle des héliports, c'est le paragraphe 3.13. Eh bien, dans le Pistard, rappelez-vous les fameuses références, quand vous verrez marqué l'AIM de Transport Canada, section AGA 3.13, eh bien, vous savez où aller chercher. Et le troisième document dont on va avoir besoin, c'est l'AIP, les publications d'informations aéronautiques. Celui-ci, on a dit qu'on allait le trouver sur le site de NAV Canada, comme vous le voyez à l'écran. Ce document est aussi en format PDF, il est facile d'accès et on va aller fouiller dans la table des matières. Par exemple, regardez ici, j'entoure une section qui concerne la migration des oiseaux, l'élevage des volailles et des animaux de fourrure. Pourquoi? Parce qu'il y a une question dans le Pistard concernant le survol des élevages et animaux de fourrure, à fourrure, et on nous dit justement dans ce document quelles sont justement ici, vous voyez, je l'entoure encore, les règles à respecter, et on nous dit que c'est 2000 pieds AGL pour tout ce qui est élevage de volailles et animaux de fourrure. Donc, ce qui veut dire que voilà encore une façon de trouver les références qui sont citées dans l'examen Pistard, qui parle du RAC, qui parle de l'AIM, qui parle de l'AIP. Et grâce à ces références, il nous suffit d'aller chercher dans les différents documents et on va trouver les réponses aux 200 questions. Et une fois qu'on a trouvé les réponses aux 200 questions, eh bien on les apprend par cœur parce que à la fin, vous aurez à passer un examen qu'on appelle le Pistard. Et cet examen Pistard, c'est un extrait des 200 questions, il va y en avoir 50 et on vous demande de réussir ça à 90%. Donc, une fois que vous aurez réussi votre examen Pistard, regardez, pour pouvoir avoir le permis d'élève pilote, il vous faut donc vous présenter auprès d'une personne autorisée par Transport Canada qui va émettre le permis et vous lui présentez votre examen Pistard, vous lui présentez votre médical et vous lui présentez une preuve d'identité. Et cette preuve d'identité peut être un passeport ou un certificat de naissance. Donc, grâce à ces éléments-là, la personne autorisée va émettre ce qu'on appelle le permis d'élève pilote. Alors, à quoi cela sert tout ça? À l'obtention du permis d'élève pilote, on a dit. Hein, toutes ces étapes, le médical, le papier, etc. Et ce document, qui est le permis d'élève pilote, vous permettra de voler en solo durant votre formation. Il ne sert qu'à ça. En réalité, il a aussi une utilité à la fin de votre formation. C'est le même document à l'endo où un agent autorisé émettra votre licence de pilote privé provisoire. C'est-à-dire qu'il va l'inscrire à l'endo de votre permis d'élève pilote. Donc, il est important de ne pas le modifier, ce permis d'élève pilote, de ne pas le plastifier. Donc, voyons voir à quoi il ressemble. Voilà votre permis d'élève pilote. Vous voyez, il y a des tas d'informations. En haut, il y a un numéro de dossier. Ce numéro-là, ça va être votre numéro de médical. Parce que une fois que vous aurez passé votre médical aéronautique, on va vous donner un numéro. Et ce numéro va vous servir toute votre vie, un peu comme le numéro d'assurance sociale. C'est devant ce numéro-là que l'on mettra des lettres. Par exemple, PA pour Pilot Aircraft, donc ça veut dire pilote privé avion.
CA pour Commercial Aircraft, ça veut dire pilote professionnel d'avion. AA pour Airline. Vous voyez donc, c'est des lettres que l'on met devant le médical et UL pour ultra léger. Alors, là, on a défini que c'était un numéro à 6 chiffres qui est déterminé par Transport Canada au moment de l'émission de votre médical. Ensuite, on y met le nom. Là, notre gars s'appelle Tartampion Rufus. Citoyenneté bulgare, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre la citoyenneté que l'on veut, en autant que l'on fasse la preuve avec un passeport valide, bien entendu. Ensuite, on va voir la catégorie. Ça peut être planeur, ça peut être ballon. Et là, en l'occurrence, c'est la catégorie avion. Qui, disons, demande certificat, c'est l'unité de formation au pilotage Aéroflash, une unité de formation qui n'existe pas, mais c'est pas grave. Le nom de l'agent autorisé, il s'appelle Jo Montferrand, il signe en bas. Le candidat signe lui aussi. Et il y aura donc une date de délivrance et une date de validité. Et la date de validité va être basée sur le médical. C'est-à-dire qu'on prend le médical et on va y rajouter 5 ans. Parce qu'un permis de pilote reste valide pendant 5 ans. Et il reste valide pendant 5 ans jusqu'au premier jour suivant la date d'expiration. Donc si vous prenez, par exemple, imaginons que votre médical était daté du mois de décembre, donc je sais pas, du 15 décembre 2020, eh bien en réalité, la date part du 1er janvier 2021 plus 5 ans, c'est ce qui donne le 1er janvier 2026. Maintenant, c'est le tour du certificat de radiotéléphoniste. Ce document d'étude qui est le CIR 21. Alors, vous verrez qu'on a un petit diaporama basé sur ce CIR 21 qui décortique tout le document et qui vous explique en détail tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y aura une vidéo sur l'alphabet OACI qui explique comment a été déterminé cet alphabet. Plusieurs examens préparatoires pour s'entraîner avant d'aller passer l'examen final chez une personne autorisée par Industrie Canada. Et ça, vous trouverez ces personnes-là généralement dans les écoles de pilotage. Voilà à quoi ressemble un certificat restreint d'opérateur radio. Maintenant, comment nous allons étudier notre radiotéléphoniste? Eh bien, nous allons utiliser pour cela le guide d'études de radiotéléphoniste, le fameux CIR 21. Donc voici la page disons, couverture. Vous remarquerez là aussi encore qu'il y a en haut à droite une date. Et il est très important, si vous allez chercher sur Google, d'avoir la bonne date. Assurez-vous d'être toujours à jour, hein, de tomber sur la bonne version. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce guide d'études? D'abord, des règlements. Au début, vous voyez que c'est une des sections réglementation. Donc c'est assez rébarbatif, mais c'est pas trop long et ça se fait bien, ça se lit bien quand même malgré tout, c'est écrit assez gros. Ensuite, on voit l'alphabet OACI, puis vous allez avoir dans la présentation du guide de radiotéléphoniste une vidéo justement sur comment a été élaboré l'alphabet OACI, puis pourquoi il est fait comme ça. Ensuite, on verra des exemples de procédures de comment on prononce les messages, comment on s'adresse à un avion, à une station au sol. On verra les messages aussi qu'on appelle les appels de détresse et les appels d'urgence qui sont intégrés dans ce document. Il fait une trentaine de pages, il n'est pas très gros, puis je vous rassure, c'est pas si compliqué. Et là aussi, l'examen, puisque vous allez avoir 4 examens d'entraînement, on vous demande 70% de réussite à la fin. Ceci termine la présentation du permis de pilote et là vous avez un échantillon de premiers solos heureux d'avoir réussi cette première étape, certaines plus artistiques que d'autres et c'est une étape que l'on se rappelle longtemps.